Chers amis, bonjour YouTube, bienvenue sur la chaîne de replay, rebonsoir le stream, nous sommes plus de 200 personnes pour ce stream, ça fait extrêmement plaisir. Et ce soir, je vous ai concocté une petite soirée lore au propos de Cathay, le grand Cathay, un empire lointain, un empire avec un lore redcon plus d'une fois, c'est-à-dire qu'il a été effacé et recommencé par Games Workshop plus d'une fois, un univers qui est très atypique dans l'univers de Warhammer. Il est vraiment lointain, vraiment. Games Workshop s'est vraiment jamais trop penché sur Cathay. C'est surtout Creative Assembly qui va amener énormément de détails par rapport à ça. Mais, le lore de Cathay existait déjà avant Creative Assembly, mais c'est juste qu'il a énormément changé. Donc j'en ai sué pour essayer de vous trouver des données qui sont acceptées par Games Workshop également, enfin aujourd'hui pardon, par rapport au lore qui a désormais été effacé. Donc ce que je vais vous raconter, je l'ai trouvé en cherchant dans les wikis, en cherchant sur Warhammer Community le plus possible que j'ai pu trouver, en cherchant sur des rumeurs également, j'ai été obligé, hein, je suis navré mais j'ai été obligé, et aussi en se basant bien sûr sur ce qui a déjà existé et qui sera très difficilement changeable dans un lore parce qu'il a un lien avec d'autres peuples qui ont été faits. Donc tout ce que je vais vous donner bien évidemment c'est juste pour vous faire un premier pas dans Cathay. Si vous ne connaissez pas cette faction, si vous ne connaissiez que par Total War Warhammer, ou simplement si les annonces de la Opticon vous ont donné envie de vous intéresser à The Old World, eh bien, le grand Cathay, je vais essayer de vous en parler en termes de lore, en termes d'histoire. Qu'est-ce que c'est que ce pays du plaisir de la nouvelle armée, tout simplement. Pour Warhammer, une nouvelle armée que nous attendions depuis les Royaumes Ogres de le chat m'a dit de 2005, donc ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu une nouvelle armée, et rien que ça, c'est incroyable. Donc, déjà, pour revenir à ce que l'on a eu d'annoncer, officiellement. Je vous le remets parce qu'il est trop cool. Je vous le mets parce qu'on va longtemps en parler. My father, Sen-Yang, the Celestial Dragon Emperor, Grand Cathay stands as a bulwark of harmony against the forces of darkness. Now, as the hordes of chaos threaten to breach our sacred battlements, this haven of order prepares for war. Upon the walls of the Great Bastion are mustered countless soldiers, ingenious war machines, and other more esoteric defenders who stand ready, determined to hold back the tide. Resolutely, I perform the duty bestowed on me by my divine father centuries ago. Through devout study of the twin powers of Yin and Yang, ça c'est assez important à regarder. I master the elements and summon lightning from the heavens, striking our foes and inspiring all those who fight beneath my banner. I am the master of the storm winds and the supreme matriarch of Nangao. I am Miao Ying. I am the storm dragon. This is Grand Cathay, our eternal empire. Bon. Encore une fois, oui madame, je suis vôtre, exactement. Le trailer est incroyable, vraiment. Mais là, je vous ai même pas montré les figurines, hein, j'avais pas besoin de vous montrer les figurines parce qu'on est là pour parler du lore. Donc, ce qu'elle dit, je vais vous le traduire, littéralement, parce que j'ai essayé de le traduire pour vous. Alors, chat, t'es devant les notes, ça va être embêtant. Merci beaucoup. Donc, elle présente le Grand Cathay comme la plus ancienne civilisation du monde. Son père, le dragon céleste Sen-Yang, dans notre langue à nous, parce que bien sûr, il faut dire donner l'accent, et en est le fondateur. Ils sont, les Cathéiens, un rempart de l'harmonie contre les forces des ténèbres. Maintenant, les hordes du chaos menacent leur civilisation ou la civilisation.
Le Grand Bastion, qui est connu pour ses soldats, ses ingénieuses machines, les défenseurs ésotériques, sont déterminés à tenir leur position, ou en tout cas à combattre. Miao Ying accomplit le devoir que son père lui a donné il y a des siècles. Par l'étude pieuse des pouvoirs jumeaux du yin et du yang, elle maîtrise les éléments des cieux et de la terre, les éclairs à mes ennemis, l'énergie à mes alliés. Elle est la matriarche de Nangao, matriarche du Grand Bastion, de Cathay, l'Empire éternel. Voilà ce qu'il y a été dit, en traduction, dans le texte qui vient de passer, dans ce trailer. Qu'est-ce que c'est Cathay ? Qu'est-ce que c'est Cathay ? Qu'est-ce que c'est que cet univers ? Qu'est-ce que c'est que cette faction ? Je vais essayer de vous faire une petite chronologie, d'accord ? Ensuite, une petite présentation, et après, on discutera. Cathay, ça a été fondé il y a très longtemps, et c'est surtout basé sur quelqu'un de particulier. Elle vous en a parlé. Le fameux Xen Yang. Xen Yang, qui est le dragon céleste. Le dragon céleste, on en a parlé lorsqu'on avait... Montre les cartes, c'est prévu Dracker, bien évidemment, ne t'en fais pas. Le dragon céleste, on en a parlé lors de notre soirée lore sur la race draconique. Vous savez qu'il y a plusieurs grades et plusieurs types de dragons dans le monde de Warhammer. Des créatures anciennes, plus anciennes même que les anciens eux-mêmes, qui étaient les prédateurs alpha du monde de Warhammer avant même que la planète ne se réchauffe. C'est-à-dire qu'avant même que les anciens ne bougent l'orbite de la planète pour la terraformer comme ils voulaient. Autrement dit, le dragon céleste Xen Yang, il était déjà présent avant la venue des anciens et il était connu sur la planète, connu primairement, bien sûr, il n'avait pas une civilisation véritablement encore, il était connu comme étant le prédateur suprême des terres de l'Est du monde. Voilà. À l'Est, c'est moi. Voilà. C'était le Big Boss. Je n'ai même pas de date à vous donner sur l'origine story de ce personnage, sachant que la première date qu'on a mentionnée pour Cathay, c'est moins 15 000. 15 000 ans avant, avant Sigmar. Et ça, c'est la première mention. Et cette mention que je vous donne est ancestrale à cette date. Donc, c'est une créature immortelle, c'est une créature extrêmement puissante. Les dragons célestes sont plus puissants que les dragons empereurs, pour vous donner. C'est même une catégorie de dragons empereurs qui est au-dessus, techniquement. Bonne soirée, Girio. Merci à toi et bonne nuit. Merci d'être passé. Donc ça, c'est la première petite trace qu'on aurait eue. Et c'est lui qui va donner cette ambiance, ce domaine en lui-même de Cathay. En moins 15 000 sur la planète, arrivent les anciens. En moins 15 000, c'est l'arrivée de créatures célestes, mais célestes d'au-delà du ciel. Des créatures qui arrivent à bord de vaisseaux gigantesques d'argent. Et ces créatures sont non seulement d'une puissance incommensurable, mais s'installent sur cette planète parce qu'ils ont des projets pour cette planète. La seule chose, c'est qu'ils vont la terraformer, ils vont la changer, ils vont anéantir tout ce qui ne fait pas partie de leur projet, ils vont détruire par la guerre et grâce à leurs armées qui sont venues avec eux, parce qu'en relisant le lore officiel de Games Workshop, j'ai révisé, ils sont venus avec leurs créatures, leurs serviteurs, les Slans et les hommes lézards qui vont développer après sur Terre, enfin sur la Terre de Warhammer, et grâce à ces armées, ils vont anéantir tout ce qui fait pas partie de leur projet et terraformer la planète. Certains dragons seront ennemis des anciens, d'autres vont se allier à eux, ou d'autres, comme Xen Yang, ne va pas avoir de lien avec eux. Déjà, il est un prédateur alpha sur son territoire, il est donc dominant, mais extrêmement intelligent en termes de créature, il va se refuser à attaquer les anciens. Déjà parce qu'il ressent quelque chose par rapport aux anciens, il ressent une présence qui n'est pas néfaste. Il ressent juste de la curiosité pour les anciens. De moins 15 000 à moins 5 600, donc presque pendant 10 000 ans, alors que la planète se réchauffe, alors que l'air commence à se saturer de magie par les attraits d'un autre territoire inconnu à l'époque, qui est canalisé par les anciens, il va étudier, il va se renseigner un petit peu, il va discrètement, il va regarder tout ce qui se fait chez les anciens. Et en fait, il va apprendre leur magie comme ça. Il va développer une maîtrise de l'art éthérique
Il va comprendre que les anciens tirent leur technologie et leur magie d'un monde parallèle, d'un univers parallèle qu'ils contrôlent et qu'ils maîtrisent, et que cette magie est un phénomène incroyable et ultra puissant. Il va étudier ça pendant presque 10 000 ans. Les anciens, de leur côté, vont développer le monde comme ils le veulent. Ils ont des projets. Ils ont des projets pour cette planète, d'où le fait qu'ils la terraforment, et qu'ils installent des races qu'ils créent exprès pour cette planète en elle-même. Les anciens créent les elfes, ils créent les nains. Il y a, comme nous le dit le lore de Warhammer Old World, il y a une faction parasite cachée à l'intérieur de leur vaisseau monde, de leur vaisseau d'argent qui arrive des cieux, une race qui sont les peaux vertes, qui vont s'échapper de ces vaisseaux et qui vont peupler le monde de Warhammer et commencer à foutre le bordel. Ils vont créer ensuite, les anciens, les humains. Ils vont créer plus rapidement, entre guillemets, les ogres et les halflins. Tout ça fait donc partie de leur grand plan. Et les humains, extrêmement cosmopolites, extrêmement développés, et aussi, surtout, ils créent les sauriens. Alors, les sauriens, ce ne sont pas des créatures véritablement créées, c'est des créatures, on va dire, mutées, entre guillemets, ou développées, mais n'oubliez pas que les slans et les hommes lézards, enfin surtout les slans, sont des créatures anciens, ce sont des anciens. Bref, les peaux vertes, les champignons cosmiques, alors, c'est à peu près ça. Il y a un dragon géant dans le grand projet? Maintenant, oui. C'est à peu près ça. Les grands plans, c'était quand les joueurs nains et elfes se foutent sur la gueule? Même pas. Et justement, Xen Yang va voir sur son territoire, alors qu'il est prédateur alpha, c'est chez lui, quoi. Il va voir de nouvelles créatures s'installer sur son territoire, mais étant une créature au-delà de la pensée humaine, beaucoup trop puissante pour ce qu'elle est, elle va aussi s'intéresser aux créatures qui s'installent sur son territoire. Et étrangement, la plupart des créatures qui s'installent sur son territoire, un territoire qui est très intéressant en termes de géographie, ce sont des humains. Des humains qui vont se typer, type asiatique, hein, littéralement, par l'évolution des choses. Et il va développer la capacité de se mêler à eux pour mieux les comprendre, avoir le point de vue céleste en mode draconique et avoir le point de vue terre-à-terre en mode humain. Les ogres et les halflins, il y a un peu de rab en plus, je vous le mets. Ouais, c'est ça, exactement. Et derrière, c'est là que tout va changer. En moins 5600, c'est une date extrêmement connue dans le monde de Warhammer, c'est l'effondrement des pôles. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que le chaos explose sur Terre et qu'il... c'est là où le chaos, en fait, se lâche, entre guillemets. C'est là où le chaos attaque le monde, littéralement. Le dragon céleste étant présent à ce moment-là, le dragon céleste va s'intéresser, parce qu'il est toujours intéressé, il est toujours tourné sur la compréhension et la patience. Il va comprendre que de nouvelles créatures ultra puissantes, des créatures aussi puissantes que lui, comme il le décrit, vont déferler, vont se débrider la tronche en termes de puissance, ce n'est pas un jeu de mots pourri, et tout simplement, il va écouter les propositions de ces dieux. Le fameux humain de 8 mètres en armure dorée, ouais, on connaît. Ouais. Et justement, Xen Yang va écouter les murmures qui lui arrivent à ses oreilles, lui, créature surpuissante, de ces 4 petites voix qui vont lui promettre destinée incroyable, puissance ésotérique, aussi puissant que lui. Alors, il se décrit comme ça, mais techniquement, ils sont plus puissants que lui, hein. Surtout les 4 ensemble. Et en écoutant ces murmures, Xen Yang va très rapidement comprendre où cela va le mener. D'écouter ces murmures et surtout d'y céder. Il ne voit qu'une chose en cédant à ces murmures, désespoir et destruction. Loin de l'harmonie qu'il recherche entre sa forme draconique et sa forme humaine. Grâce au fait qu'il se soit intéressé aux humains de son territoire, il a un point de vue terre-à-terre des choses, un point de vue faut que je mange, faut que je dorme, faut que je crée ma maison, faut que je protège ma famille, etc. Et il a le point de vue draconique, c'est mon territoire, c'est ma planète, voilà, tu vas pas me griller la place, tu vois. Un spam, je raccroche, c'est à peu près ça, ouais, c'est le démarcheur téléphonique. Et donc, il va
se tourner vers les humains. Il ne va pas choisir le chaos, il va choisir de se tourner, même pas du côté des anciens, hein, pas du tout, il va se tourner du côté des humains de son territoire, qu'il considère certes comme des créatures très simples, mais des créatures extrêmement respectueuses. Et ce dragon céleste, eh bien, il va tout simplement choisir, par l'honneur qu'il a développé lui-même, donc une espèce de sentiment humain, entre guillemets, même si c'est aussi un sentiment draconique, on le sait, ça va lui intimer la volonté de défendre les hommes de son territoire contre le chaos, et aussi de les guider. Donc, pas seulement un guerrier, c'est aussi un administrateur. Merci beaucoup, Hamster Samouraï. Merci beaucoup pour le follow. De moins 5589 à moins 3500. Donc là, on avance un peu. Le dragon céleste, c'est pas le seul dragon qui existe dans ce territoire-là. Il y en a d'autres. Il y a d'autres dragons. Il va trouver une compagne. On ne sait pas vraiment s'il l'avait déjà ou s'il l'a choisi durant la guerre. Mais le dragon céleste va avoir une compagne, on va commencer à nous la décrire, qui s'appelle le dragon lunaire. Lui, c'est le céleste, elle, c'est la lunaire. Ils vont être accompagnés de 9 enfants draconiques, et ensemble, donc ça fait quand même 11 dragons surburnés, qui connaissent tous la magie ésotérique des anciens, parce que papa leur a appris, bien évidemment. Ils vont combattre les armées démoniaques, assez folles pour s'aventurer sur leur territoire de chasse. Et ils vont non seulement les combattre, mais ils vont les repousser. Ils vont les chasser du territoire de Cathay. Les jeunes races qui vivaient sur le territoire de Cathay, et donc principalement des humains, vont... Touche pas à mon bétail, c'est ça. Ils viennent d'où les dragons avant les anciens? C'était les originaires de la planète, Pingwick. Les dragons, c'est les originaires de la planète. Comme les dragons ogres, d'ailleurs. À en faire pâlir Calédor, littéralement. Et justement, les humains qui ont vu ces dragons gigantesques, surpuissants, de véritables dieux à leurs yeux, des dieux protecteurs, ils vont bien évidemment développer un culte autour de ces dragons, mais pas un culte genre empereur 40e millénaire. Ils vont simplement savoir que ces dragons, ils sont sur Terre, ils les protègent, mais en retour, ils demandent respect et loyauté. Et ainsi va se développer le principe de lien entre la culture des membres, des habitants de Cathay et les dragons qui vivent sur le même territoire. Et c'est pour ça qu'en moins 3000, Xenyang, par le peuple lui-même de Cathay et par les dragons, il devient officiellement l'empereur de l'Empire du Grand Cathay. Il baptise ces terres donc Empire du Grand Cathay. Alors on me demandait Grand Cathay. Grand Cathay, est-ce que ça se prononce bien Grand Cathay? Oui, c'est bien Grand Cathay en français. Et l'Empire du Grand Cathay naît en moins 3000. Des milliers de tribus humaines vont se rallier à la bannière du Grand Cathay et à la protection qu'elle apporte en étant la première forme de civilisation véritable humaine, où les humains sont les plus nombreux, contre les hordes errantes du chaos et les créatures des montagnes des larmes qui sont pas très très loin. Je vous donne maintenant 2-3 petits faits, 2-3 petites choses, 2-3 petites dates que nous savons par rapport à Warhammer The Old World, par rapport à Cathay. Un des phénomènes très connus de Cathay, même si c'est un peu légendaire en V8, maintenant ça a été officialisé. En moins 2750, donc la nation vient de naître, à l'échelle de Warhammer, elle vient à peine de naître, elle a 250 ans. Le dragon céleste, qui dirige le territoire, c'est le patron, c'est l'empereur dragon. Il a formé une cabale de sorciers qu'on appelle les astromanciens, les sorciers célestes. Et tout simplement, voyant que sur sa frontière ouest, le voisin est chiant, les voisins étant les tribus ogres, eh bien le dragon céleste demande à ses astromanciens de purger les montagnes. Il va leur demander de faire atterrir une météorite de Malpierre gigantesque à l'endroit où la plus grande concentration d'ogres se passe. Le sort va réussir, il va tuer
2/3 de la faction ogre en un seul coup, et ça va créer la gueule, le fameux dieu qui arrivera plus tard pour les ogres. L'impact et les tempêtes de poussière de Malpierre qui vont retomber vont créer le fameux désert de Malpierre que vous voyez sur la gauche de cette carte, qui forme la barrière ouest de Cathay le long des montagnes des larmes. On est en moins 2750. Je vous ai donné 2-3 dates après pour vous repérer. Moins 2723, moins 2198, donc quelques années après, c'est la déchirure et la rébellion de Malekith et Ultuan qui s'arrachent de la Terre pour flotter sur les océans par magie. En moins 2500, Cetra unifie les nécropoles de Neekara et fonde le premier empire véritablement humain, là où il n'y a pas une idée de dragon dans la tête. En moins 1997 à moins 1560, c'est la guerre de la barbe et la guerre de la vengeance, les hauts elfes contre les nains. Et, bien évidemment, un autre fait sur Cathay qui apparaît un peu plus tard. C'est ça le fameux dans ta gueule, exactement. En moins 1800, commence un autre fait extrêmement connu de Cathay, c'est le Grand Bastion. Cathay, leurs ennemis, c'est le Nord. Le Cathay, leurs ennemis, c'est le chaos. On le sait, parce qu'ils ont refusé de se soumettre, le chaos les considère donc comme des proies. Comprenant que le chaos ne pourra jamais vraiment être battu, le Xenyang, le dragon empereur, va tout simplement demander la construction d'une forteresse gigantesque, plusieurs milliers de kilomètres de murailles, plusieurs centaines de mètres de haut de murailles, 400 mètres de haut. Il va demander la construction du Grand Bastion en moins 1800, une forteresse imprenable pour repousser les barbares humains chaotiques qui arrivent du nord, mais aussi pour repousser un autre ennemi, les Khan Hobgoblins. Ça en fait de la caillasse, Mais simplement dresser un mur n'arrivera pas à protéger le monde. Les dragons, autrement dit à la fois le père, la mère et les enfants, ne vont pas simplement monter un mur, ils vont enchanter ce mur par une magie ancestrale éthérique pour le rendre éternel. C'est quelque chose qui est assez important dans l'histoire, parce que c'est pas simplement un mur fortifié, c'est quelque chose de... Ta gueule, c'est magique un peu aussi. We need to build them a wall. Exactement. En moins 1500, la construction du Grand Bastion commence. Il finit comment dans End Times? Voilà. En moins 1500... Alors pardon, il a fallu un peu plus de 100 ans pour le construire, le Grand Bastion, contrairement à la Grande Muraille de Chine, bien sûr, qui a duré beaucoup plus longtemps. En moins 1500, donc 300 ans plus tard, arrive le Temps des Malheurs. Alors le Temps des Malheurs, moins 1500, c'est une date butoir dans Warhammer, à toute l'échelle mondiale. Pour vous donner un peu de scoring et de raccord au monde, c'est à ce moment-là, en moins 1500, qu'il y a le rapatriement des colons elfiques à Ultuan. C'est une nouvelle attaque, c'est la seconde attaque de Malekith sur Ultuan. Il y a des grands séismes qui ravagent l'Empire des Nains parce que c'est en fait le remodelage de la planète lancé par les Slann et la machine infernale des Skaven qui explose sous terre, ce qui provoque ces fameux séismes, plus l'attaque de Malekith sur Ultuan qui essaie de pomper le vortex et qui fait trembler le monde entier. Et en moins 1500, la seule manière et le seul moment où on a connu ça, le Grand Bastion va s'effondrer à certaines parois, certains morceaux de ces murailles vont s'effondrer, provoquant donc de très grands dommages dans le territoire de Cathay, vu que les chaotiques vont s'en servir pour passer. Mais ça n'a jamais empêché les Cathéens de survivre. On avance encore un petit peu dans le temps, toujours pour vous remettre un petit peu des timelines visibles. En moins 1151, Nagash fait son grand rituel, donc les rois des tombes n'étaient pas encore rois des tombes, ils étaient Néécariens. Là, ils deviennent rois des tombes. En moins 1125, l'hiver du malheur, Orion et Ariel deviennent les rois et reines d'Athel-Lorraine. En moins 513, c'est la chute de Karakowipic. Et en l'an 0 et l'an 1, c'est surtout Sigmar, couronné empereur en l'an 1. Et à partir de là, on n'a pas d'autres données chronologiques. Enfin, en tout cas, on n'a pas d'autres données sur la chronologie générale du livre de règles qui parle de Cathay. On n'en a qu'une seule. On en a une seule, une dernière. On sait que, depuis 200 ans, donc là on parle vraiment en époque contemporaine de Warhammer The Old World, donc 2276. Merci Yé, merci beaucoup pour le follow.
Donc depuis 2276, on le sait, c'est la date officielle de Warhammer The Old World, ça fait déjà 200 ans que les trônes du dragon céleste et du dragon lunaire sont vides. Le père de la nation et sa compagne ont disparu depuis 2 siècles, donc 2076. J'ai cherché tout ce que je pouvais. La seule date qui pourrait coïncider sur un fait important qui se passe à ce moment-là dans le monde, c'est la seconde guerre vampirique dans l'Empire. Donc c'est Conrad von Karstein. Mais il n'y a rien d'autre qui se passe à ce moment-là. J'ai regardé chez les Skaven, j'ai regardé chez les hommes lézards. Il n'y a rien qui se passe en 2076. Donc pourquoi le dragon céleste et le dragon lunaire sont partis, on n'en sait rien. Ils sont avec Sigmar. Non, parce qu'ils étaient là tout le long. Tout ce que je viens de vous dire, ils étaient là. C'est juste que là, on sait qu'ils disparaissent. Ça fait déjà 200 ans qu'ils sont disparus. Les enfants, donc les 9 enfants, là, on sait qu'il y en a 4 sur la faction, mais techniquement, il y en a 9 à la base. Ils ont pris leur retraite, tu m'étonnes, au bout de 12 000 ans. Les enfants ne savent pas où ils sont partis, les enfants des dragons, mais en plus, ils ne savent même pas s'ils reviendront. Donc Cathay est dans un âge extrêmement difficile, parce qu'au bout de 200 ans, la figure autoritaire de l'empereur dragon a disparu. Autrement dit, des rébellions et de l'ambition gagnent en importance, du brigandage et des criminels infestent les campagnes, et il y a même des intrigues au pouvoir du côté des humains. Sans compter le fait que les enfants draconiques sont un petit peu très indépendants. Voilà, ils sont très indépendants. Ils ont chacun leur avis sur chaque chose. Je vais vous citer les 5, pardon. Techniquement, j'en ai 5 à vous citer. 5 dragons majeurs du monde de Cathay. Certainement, donc des choses, on sait que là, il y a 4 bannières et vous allez assez vite les reconnaître. C'est déjà, si vous jouez à Total War Warhammer, vous savez de quoi vous attendre. On a, bien évidemment, Yuan Bo. Alors, Yuan Bo, voilà, donc vous le connaissez. C'est le dragon de Jade. Excusez-moi, clac. C'est le dragon de Jade, c'est celui-ci. Le dragon de Jade, il supervise la cour et le pays, c'est donc l'administrateur. Et lui, il dirige depuis la capitale, là où il y a le trône du père et de la mère, qui est Weijin. Weijin, c'est la capitale. Je vais vous montrer où est-ce que c'est sur les cartes après, parce qu'en plus, leurs localisations ont changé selon les cartes. Comme mon père, ils sont partis chercher du lait, quelle horreur. Ensuite, vous avez un autre dragon qui n'est pas marqué sur cette carte, qui n'est pas visible, etc. Mais je vais quand même vous le mentionner, qui s'appelle Yin Yin, qui est le dragon marin. Et il y a des choses quand même assez intéressantes, parce que ce dragon marin, il est le protecteur de la mer de Jade, la mer à l'est, on va voir la géographie juste après. Et on sait qu'il est un peu mode pirate, ce dragon. Il envoie ses flottes chercher de l'or et de la gloire au sud, même à l'ouest et ailleurs dans le monde, assez important. Il y a Li Dao, le dragon du feu, qui est donc bien présent ici, qui protège la frontière avec l'Inde et le Kuresh, donc les frontières sud, et qui apparemment garde un œil sur un certain roi sage des montagnes célestes, roi singe, pas roi sage. Il y a Zhao Ming, donc personnage que l'on connaît par Total War aussi, qui est celui-là, le dragon du feu. Le dragon du feu... Non, pardon, pas le dragon du feu, excusez-moi, le dragon de l'alchimie, le dragon du fer, excusez-moi, qui lui est un alchimiste reconnu, et il protège la route commerciale la plus connue de Cathay. Et enfin, bien sûr, évidemment, celle qui est la star en ce moment, et qui a toujours une gueule de fou furieux, Miao Ying, le dragon de l'orage, qui est connue comme étant la favorite de son père, car elle a reçu le rôle, autant Wanbo c'est le superviseur et l'administrateur, Yin Yin c'est la mariée, enfin c'est la marine, Li Dao c'est la frontière sud, Zhao Ming c'est l'alchimie et le commerce, Miao Ying, elle, c'est l'armée, c'est la militaire, c'est-à-dire que c'est elle qui est non seulement responsable de Nangao, une des cités militaires, enfin la cité militaire du peuple de Cathay, mais c'est aussi la protectrice du Grand Bastion. C'est elle qui protège le Grand Bastion avec ses troupes. Donc voilà un petit peu les noms que j'aurais pu vous donner.
Maintenant, parlons un peu géographiquement, parce que je vous ai donné le point de vue. Alors ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Oui, très bien, mais ça ne nous parle pas beaucoup. Pour ceux qui se rappellent des années 2019, Games Workshop nous avait produit une carte de Cathay. Un tout petit morceau de la carte de Cathay que j'ai réussi à vous retrouver, qui est facilement trouvable sur internet, qui est celle-ci, juste là. Le dragon du Nippon, c'est quoi? Il n'y a pas de dragon à Nippon, ce sont des ennemis de Cathay, les Nippon. Ce sont des rebelles, ceux qui n'ont pas suivi l'empereur dragon. J'allais dire l'empereur dieu. Du coup, qu'est-ce qu'elle vient foutre dans l'Empire si elle va faire une force expéditionnaire? C'est ça qui est important. Où était Gotrek Geninson quand le dragon céleste et le dragon lunaire ont disparu? Exactement. Donc on a très bien ici même visuellement sur la carte Miaoying, Zaoming, Xenyang, donc je vous en ai parlé, hein, le dragon du feu. Donc on a des choses très intéressantes. On a Nangao, qui est ici, juste là, avec le grand bastion au nord. Le grand bastion qui va de Weijing, regardez l'emplacement de Weijing, où est-ce que c'est? C'est très proche hein, du nord. Et Nangao qui est de l'autre côté, avec les 3 grandes portes du Grand Bastion, la porte du serpent, la porte du dragon et la porte de la tortue, qui sont les 3 grandes portes qui permettent à Cathay, oui, d'aller faire des expéditions dans les territoires Khan des Hobgoblins et dans les territoires nordiques, juste pour dire bonjour, on est là. Vous avez Sangyang, alors je prononce très mal, hein, je suis désolé, qui est, on va en parler, littéralement la cité commerciale, le comptoir commercial de Cathay, la capitale Weijing comme je viens de vous dire. Mais là, il nous manque plein de choses. Il nous manque plein de choses sur cette carte, donc je suis allé chercher. Je suis allé chercher dans des vieilles choses. Voilà les anciennes cartes qu'on avait, nous, par rapport à Warhammer Battle pour Cathay. Comme vous le voyez, il y a pas mal de petits changements d'emplacement, mais il y a quelques petites choses qui sont restées. On sait que Cathay possède 3 grands fleuves qui vont tous d'ouest en est. Il y a, alors je suis désolé pour la prononciation, il y a le Changze, la rivière Changze, il y a le fleuve rouge et le fleuve de Jade. Ces 3 fleuves ont une importance bien sûr à chacun. Un qui mène de Weijing à l'océan. Il y en a un autre où il y a Fuchao. Fuchao qui est littéralement, je suis désolé encore une fois pour la prononciation, qui est le grand port gigantesque de Cathay, la porte ouverte sur le monde du point de vue de la mer. Et vous avez la rivière de Jade qui forme une espèce de barrière naturelle avec le territoire dangereux du sud et toute une idée sur la bénédiction que peut avoir par rapport aux ruines qui alimentent la rivière de Jade. Mais là on est sur du lore beaucoup plus ancestral. Comme vous le voyez, hein, le lore de Total War et de Games Workshop se concentre bien plus au nord. Hein. Ils ont beaucoup remonté la frontière avec Cathay. Mais quand même, regardez bien l'emplacement de Weijing qui était beaucoup plus central, qui officiellement maintenant par Games Workshop est beaucoup plus au nord, hein, vraiment limité avec le Grand Bastion. Et pareil aussi, la cité de Shangyang, qui est donc la cité commerciale, qui à l'époque était littéralement dans les montagnes. Hein. Elle est là. Hein. Maintenant, elle est beaucoup plus dans les plaines parce qu'il y a le fameux Warpstone Desert et The Great Mao, donc la gueule, hein, qui sont ici. Là, vraiment, c'est au bout hein, de la Silk Road. Ici même. Ça date de la V6, non? Ouais, c'est clairement des cartes de la V6. Hein. Alors, ça, voilà, vous voyez, c'est des cartes classico. Hein. On a la carte de Games Workshop, on a la carte de Total War, Creative Assembly, Total War, Games Workshop également. Et vous avez des fans. Alors, j'ai trouvé ça incroyable. Incroyable. Vous avez des fans qui font des trucs comme ça. C'est un fan qui a fait ça. C'est un fan qui a fait cette carte de Cathay en mode ancienne carte de l'Empire chinois. Juste magnifique. Vraiment. Elle est vraiment insane. C'est un fan furieux, exactement. Avec, regardez, hein, la géolocalisation du monde de Cathay dans le monde véritable. Les fleuves, les royaumes de l'Inde et les terres sauvages de Kuresh et le fameux Grand Cathay. C'est super beau, malheureusement, elle n'est pas en bonne qualité. J'ai pas réussi à la trouver en bonne qualité. Donc c'est pour ça que je vous la zoome pas parce qu'elle est dégueulasse.
mais elle est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. On a très très bien regardé, hein, vous voyez, Weijin, qui est ici, et qui est bien à la place du nord, avec ce grand bastion qui va au bord de la mer, et Nangao, qui est ici, hein, avec sa protection du grand bastion. Lui, c'est sûr, il va te prendre l'armée de Cathay. Bah, j'espère pour lui. J'espère. Tu peux la partager sur le Discord, s'il te plaît? Bah, elle est pas en bonne qualité, vraiment. Hein. Vraiment, regardez, je zoome, elle est dégueulasse. On n'arrive pas à lire. Mais oui, si vous voulez, je la partagerai. Je regarde dessus, mais c'est quoi l'Umbria à l'est sur la carte de la V6? Ça m'intrigue vraiment si t'as une info. Alors, attends, on va regarder. L'Umbria à l'est. The Fable Lumbria, ici même. Je pense que c'est un autre mot pour la Lustrie et le territoire de l'autre côté. Sinon, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Je suis désolé. Je sais pas. Idem, hein, regardez un petit peu que Cathay avait débloqué une espèce de début de lore par rapport à la baie de Shekun, donc de l'autre côté, à l'est, mais qui n'a pas le grand bastion pour la protéger. Donc ça a l'air d'être un petit peu aussi abandonné par Games Workshop, en tout cas on n'a vraiment rien. Regardez, on n'a même pas l'image de la mer à l'ouest, hein, à l'est, pardon. Donc géographiquement, je pourrais pas vous en donner plus. C'est le nom de l'Australie de Warhammer. Ouais, c'est ça, exactement. Les montagnes de Cathay, on les connaît, on a le nom. On a les montagnes de les Stone Sky Mountains, qui sont donc les montagnes au nord-ouest de Nangao. Des montagnes qui font la frontière naturelle entre les Désolations du Chaos au nord et le territoire de la forêt des fantômes affamés, qui est au non loin de Nangao. On a la montagne des vents, qui est juste en dessous du Grand Bastion. Et l'une des montagnes les plus connues, bien sûr, c'est les montagnes célestes. Les montagnes célestes qui sont centrales dans le lore de Cathay, car c'est de là que viennent à la base les dragons célestes. C'est de là qu'ils viennent les dragons célestes. Vous avez le mont Kunlan, qui est juste à côté avec le Dragon Lake. Alors, on sait que techniquement, les dragons célestes vivent dans les montagnes, mais on sait que techniquement, le grand dragon, l'originel, il vient de là. Il vient du mont Kunlan. Il est de distance dans le monde de Warhammer, Cathay accessible par l'Empire ou pas trop? Je vais t'en parler, bien évidemment. J'ai fait mon travail. Donc Cathay, à quoi ça ressemble? Total War Warhammer a vraiment parfaitement représenté le territoire de Cathay selon les descriptions qui ont été faites par tout ce qui existe dans le lore de Cathay. Le territoire de Cathay, c'est un territoire extrêmement composé, voilà, de terres de bambou, de montagnes extrêmement escarpées, de grandes rizières en terrasse, il y a des déserts, il y a quelques marécages, des grandes steppes et des plateaux. On le sait, hein, Cathay est gorgé de magie. Cathay est un territoire extrêmement vaste, très très grand. Hein. Encore une fois, je vous remets la carte du fan, parce qu'il n'y a que les fans qui font du bon travail. Voyez la taille de Cathay en rouge, voyez la taille de la Bretonie ou de l'Empire à côté. Hein. C'est immense, Cathay. C'est très très grand. Très très grand. Et donc justement, ce territoire est un peu gorgé de magie. Surtout que les dragons célestes ont très bien fait leur travail. Ils ont réussi à canaliser la magie. Attention, on sait quand même qu'il y a un peu de corruption qui passe. Mais le grand bastion protège des vents du nord qui pourraient déferler sur le territoire. On sait aussi par contre que, comme c'est gorgé de magie, la terre peut flotter à des endroits. Sachant que tout est en lien, rappelez-vous, avec le céleste, tout ce qui vient du ciel, certaines montagnes s'arrachent d'elles-mêmes du sol et s'envolent, flottent au-dessus du terrain, provoquant aucun affaissement, hein, mais provoquant des décors absolument incroyables pour ce qui est des terres de Cathay. Ta gueule, c'est Pandore. Ouais, voilà, on pourrait mentionner ça un peu en Pandore, mais pas comme la jungle, hein, de Pandora qu'on pourrait avoir. C'est très très asiatique. Hein. C'est très asiatique, plus chinois que vietnamien. La lame de jade de la grande flotte fabriquée à partir du croc d'un monstre marin de l'Umbria, les pouvoirs de régénération de la créature sont transférés aux porteurs de la lame qui les soignent continuellement. Ouais, les monstres de l'Umbria, ça peut être de tout, hein, ça peut être de tout. On n'a pas vraiment de lore là-dessus. Pourquoi pas, on en aurait plus tard. Les monts Kunlun ressemblent à ça dans la mythologie, c'est fidèle. Ouais, et puis Kunlun, c'est dans plein d'univers. Je crois même que c'est dans Marvel, Kunlun. Une table de jeu sur plusieurs niveaux. Vraiment, moi, je voudrais bien avoir juste de la terre qui vole un petit peu, tu sais, avec des tiges transparentes pour qu'elles tiennent. Vraiment, pour faire l'ambiance Cathay pour ma table, ça serait vraiment incroyable. Donc, je vous ai décrit les villes. Nangao, la ville la plus importante avec un effectif militaire incroyable. Elle patrouille sur le Grand Bastion et en fait la surveillance, mais aussi protège les montagnes de l'Ouest. Le Grand Bastion possède plusieurs dizaines de milliers de soldats pour le protéger, rien que le Grand Bastion.
Foochow est donc la ville portuaire ouverte au monde, la ville la plus à l'est, celle qui était ici, Foochow, ici même, qui malheureusement n'est pas disponible sur la carte ici même de Games Workshop, mais je vous en parle quand même. Weijin, j'ai plein de choses à vous dire, je vais vous en dire après. Changyang, qui est donc la cité de Zaoming, hein, la cité commerciale, c'est le comptoir économique. Elle garde la route du ciel. Elle fait énormément la guerre contre les tribus hobgoblins, les tribus ogres, les tribus peau verte et d'autres créatures mythiques qui viennent de l'ouest. Et surtout, bien évidemment, elle protège la route de l'ivoire. Je vais vous en parler après. Weijin, la capitale. Attendez, je me cours d'image. Weijin, la capitale, le territoire de... littéralement le territoire du dragon céleste et de sa femme, la dragonne lunaire. C'est la cité, alors c'est vraiment le Pékin survitaminé de légendes qu'on pourrait avoir dans les légendes chinoises. Elle est réputée comme la plus grande ville du monde, littéralement. On raconte qu'elle a des jardins paradisiaques, voire même des jardins suspendus. Il y a à l'intérieur le temple et le siège du trône du dragon. Elle se gère en autonomie complète, surtout grâce à Wanbo, mais aussi elle gère l'empire intégral du Grand Cathay. Et on raconte bien sûr qu'il existe un immense escalier menant au palais de l'empereur, avec plus de 2000 marches pour vous y mener, qui est gardé par les fameuses sentinelles et la garde de l'empereur. Je crois bien que si tu lis la description du temple de Terra dans 40K, c'est exactement la même. Voilà un petit peu la géographie que j'aurais pu vous dire. Il va en rester une petite géographie. Une petite géographie que je vous ai à peine mentionnée, mais que maintenant je vais essayer de vous décrire. La route de l'ivoire. Oui, c'est fait à la main parce que le tracé est dégueulasse, c'est pas visible sinon. Cathay, on le sait, c'est un monde très autarcique. Ils sont totalement isolés. Et réfléchissez, depuis leur création, depuis le fondement de leur peuple, la fondation de leur peuple en moins 3000, donc ils en sont déjà à 3, 4, 5, 5500 ans d'histoire, enfin 5200 ans d'histoire à l'époque de Old World. Ils ont toujours été isolés. De toute leur histoire, il est un peuple immense, mais ils ont toujours été un peuple extrêmement isolé. Au nord, les steppes orientales et surtout les désolations du chaos. À l'est, la mer de Jade et surtout des rebelles à leur propre faction, le territoire de Nippon. À l'ouest, les terres des anciens géants, donc c'est-à-dire les terres des titans célestes à l'époque, les royaumes ogres, les montagnes des larmes, c'est-à-dire créatures, peau verte, monstres, hobgoblins, etc. Et derrière après, au sud, les terres reculées, les jungles de Kuresh et le royaume d'Inde. Alors c'est plus Inja, hein, on dit Inde apparemment, qui est connu comme étant un territoire, alors je vais juste vous le dire, parce que j'ai regardé, j'ai recherché, pardon, c'était comment le descriptif? Voilà, le sud, les peuples Inde et les hommes serpents de Kuresh. À l'est, les pirates elfiques, les envahisseurs nipponnais et un vieux ennemi sous la mer de Jade. Est-ce que ce serait pas ça ton Lumbria? Est-ce que ce serait pas ça? Intéressant, intéressant, imaginez. À l'ouest, les ogres, les hobgoblins et les horreurs du désert de Malpierre. Et au nord, les armées inépuisables du chaos. Ce qui fait que ce territoire a toujours été extrêmement difficile avec ses voisins. Cité de Matlan, c'est ça. Les hommes serpents, est-ce que ce sont peut-être des hommes lézards? On n'en sait rien. La seule chose que l'on sait, c'est que les Cathéens c'est aussi un peuple aventureux. C'est un peuple qui aime bien s'aventurer, un petit peu toujours comme le dragon empereur, curieux, cherchant à écouter tous les points de vue avant de prendre une décision. Et ce fait, ils ont réussi par la mer à rencontrer des peuples d'abord, en venant à Foochow, le grand port. Des marins sont arrivés en explorant le monde, des marins hauts elfes, puis des marins humains qui sont arrivés chez eux, et ils ont compris qu'ils n'étaient pas les seuls
les seuls humains de cette terre. Et donc, ils ont voulu non seulement ouvrir des routes commerciales par la mer, et des grands comptoirs commerciaux sont à Fuchao, mais nulle part ailleurs, ou alors passer par la terre et traverser littéralement certaines des terres les plus terrifiantes qu'on pourrait avoir dans le monde, et d'avoir les couillasses de le faire à pied. Voilà le tracé que j'ai pu et j'ai remonté, j'ai cherché plein de traces, les descriptifs des chemins faits, décrits dans les romans, ou alors dans le peu qu'on a par rapport au tracé de Total War Warhammer, mais aussi par rapport aux descriptifs qui sont faits dans le lore. Voilà le tracé qui est emprunté par la route de l'ivoire. Alors c'est pas la route de la soie, c'est la route de l'ivoire. On dit aussi la route de l'argent. Ou la route du commerce, si vous voulez. Donc vous avez Nangao qui est ici, Weijing qui est ici, Fuchao qui est là, et vous avez, je suis désolé, j'ai pas retenu tout parce que je parle pas cette langue. Comment j'ai appelé la ville de Zaoming, Shangyang, voilà, Shangyang, Shanghai, Shangyang, faut que je me rappelle comme ça, qui est le comptoir commercial, qui est aussi le protecteur des terres de l'Ouest. Et vous avez, regardez, tout ce petit tracé qui rejoint après avec le Vieux Monde. C'est ça la route de l'ivoire. Il passe à travers le désert de Malpierre, il passe à travers les montagnes des bords de l'âme et les territoires des archi-tyrans, il passe au bord des îles du Dragon, de la forteresse de Vorak, de la forteresse noire et des chaînes des monts cendreux, il passe au bord du Croc Noir qui est une forteresse orque, il passe par les territoires des terres sombres des nains du chaos, et ils arrivent sur l'ancienne route des nains qui mène après à Krakadraz, Karakoypik, Barakvar, Karazakarak, et après qui monte vers l'Empire en suivant l'ancienne route des nains. Il y a apparemment 2-3 traces où il y aurait eu des contacts avec les Néécariens, mais voilà, je l'ai mis pour montrer qu'il y a bien une route qui existe, parce que la route là, qui est ici, je ne l'ai pas inventée, je vous jure que j'ai fait mon travail, je vous le montre même d'ailleurs, officiellement, que la route que je vous ai tracée dans les terres arides existe bien. Car la route que je vous ai dessinée, regardez, elle est là. Regardez, elle est là, la route de l'ivoire. Pic Barter, qui est très apparent sur la mer, la rivière des ruines. Les montagnes de poussière. La passe de la mort. Et le chemin qui mène à Barakvar. Qui après est la route de Zandri. Qui longe toute la côte des terres arides et qui va jusqu'à Zandri et à Khemri. Donc il y avait bien des contacts entre les Néécariens à l'époque et les Catéiens grâce à la route de l'ivoire. La favorite de Neferata quand elle était encore en vie provenait de Cathay, il me semble. Tout à fait. Donc Cathay existe. On sait que Cathay existe. On sait que Cathay a du contact avec le monde extérieur. On sait qu'il y a des liens entre les peuples et qu'il y a une potentialité que les Cathéiens, un jour, débarquent dans le Vieux Monde. Quel est le point de vue de Cathay, le point de vue des habitants, le point de vue des dragons, bien évidemment, par rapport aux autres peuples? J'ai cherché aussi, j'ai essayé de chercher. Les Cathéiens, j'aime pas dire Cathéiens, mais je vais le dire quand même, les Cathéiens, ce sont des gens très autonomes, mais aussi très humains. Dans leur peuple, dans leur territoire, dans le Grand Cathay, il n'y a pas de population autre que les humains. Attention par contre, il y a des populations qui sont acceptées, mais il n'y a pas de populations qui appartiennent à la civilisation de Cathay qui ne sont pas cathéiens. Les hauts-elfes, par exemple, sont présents à Cathay. Ils sont présents à Cathay. Ils sont présents, ils ont des comptoirs commerciaux, mais ils sont acceptés uniquement dans leurs comptoirs commerciaux. Ils n'ont pas le droit de créer de cités, de quartiers comme on pourrait l'avoir dans l'Empire. Non. Ils ont vraiment leur comptoir et ils y restent. Un autre peuple qui par contre est très nombreux en Cathay parce que à la fois ce sont des alliés, à la fois, enfin c'est pas vraiment des alliés, mais ce sont des créatures acceptées parce que puissantes, qui peuvent servir, mais qu'il faut toujours rabattre dans le bon sens du clapet. Les ogres, bien évidemment, qui sont nombreux. Les ogres sont assez nombreux dans Cathay, mais encore une fois, c'est pas non plus les plus représentés.
les nains sont connus à Cathay. Les nains sont connus à Cathay, mais pas vraiment par la route de l'Ivoire ou par la mer. Ils sont connus parce que, apparemment, peut-être qu'il y aurait des nains dans les montagnes du ciel. Ça, c'est plutôt de l'ancien lore. J'ai pas trouvé de traces de ça dans le nouveau lore, mais apparemment, ça pourrait être possible. Mais ce qui est sûr et certain, par contre, que du point de vue de Cathay, les nains, c'est des créatures étranges et exotiques. Alors qu'il y a des comptoirs commerciaux aux elfes dans leur territoire, qu'est-ce qui est étrange et exotique à Cathay? Un nain. Voilà. Ça amène tellement de fraîcheur et de nouveauté au jeu et à son univers, l'officialisation de Cathay. Exactement. Le point de vue des autres humains, autrement dit bretoniens, impériaux, arabéens qui sont présents. Hein. Merci Rafirs, merci beaucoup pour le follow. Les autres humains, ils ont le droit de faire du commerce, mais pareil, ils ne sont pas membres du peuple cathéen. Vraiment, si tu veux être cathéen, il faut être membre du peuple, il faut être né sur Cathay. Les peaux vertes, bien évidemment, qu'ils ne sont pas aimés en Cathay, sont des ennemis, il faut les combattre. Le chaos, bien évidemment, qu'il n'est pas aimé en Cathay, il faut le combattre, bien sûr. C'est même carrément l'une des doctrines de Nangao. C'est vraiment le côté on se défend contre le chaos, on ne cédera pas parce que le chaos veut nous faire tomber. Donc c'est certainement l'un des ennemis les plus puissants et les plus majeurs. J'ai pas trouvé grand chose par rapport aux morts vivants, au principe de la non-vie. On sait que les Cathéens avaient des contacts avec les Néécariens. Est-ce qu'ils en ont toujours? Je ne pense pas, vu que ce sont des rois des tombes. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose en lien avec ça. Seule chose que je pourrais vous dire par rapport aux fantômes, il y a la forêt des fantômes affamés non loin de Nangao, donc il est possible qu'on ait des liens avec des vampires de jade, voilà, pour ceux qui le mentionnent. Ça pourrait être potentiel, tout est libre, hein, tout est libre de toute façon, vu que là ils l'ont très peu creusé cet endroit-là. Il y a certainement des vampires planqués dans le tas, bah, déjà c'est sûr et certain qu'il y a des lamianes, déjà c'est sûr et certain, donc pourquoi pas des vampires de jade, incroyable mais beau. Les hommes lézards, pareil, je n'ai pas trouvé de mention des hommes lézards, mis à part les anciens en contact avec le dragon empereur, et les fameux hommes serpents des terres de Kouresh. Est-ce que ce sont des hommes serpents ou des hommes lézards? J'ai pas trop de données. Et enfin, bien sûr, la faction des Skaven. On sait qu'il y a eu un énorme lien avec les Skaven et le clan Eshin, parti à l'est après l'explosion de la machine, par les tunnels pour aller vivre ailleurs qu'à Scarogne, et qu'ils ont copié les territoires humains qui étaient au-dessus d'eux, cachés dans les montagnes célestes, d'où le fait qu'ils ont développé les Jedi qui sont les artilleurs de grue célestes, etc. Mais on n'a pas non plus une guerre contre les Skaven décrite dans le lore de Cathay. Encore une fois, tout est libre. Ou alors carrément, peut-être, vu que c'est une faction très tournée sur la compréhension et l'écoute des peuples, ils ont peut-être pu se faire s'enguirlander par les Skaven, un petit peu se faire retourner le cerveau par les Skaven, et peut-être qu'ils ont échangé volontairement des connaissances avec eux, avant de se faire trahir, comme tout bon Skaven. Bref, il y a tellement de choses, ça serait incroyable de ne pas les avoir. Dans la mythologie chinoise, c'est une catégorie de fantômes qui vagabondent, et par contre, ils mangent des gens, ils ont toujours faim. Ah, intéressant. Des hommes arbres vénérables. Alors les elfes, on a des contacts et on sait que l'une des forêts de Cathay est une forêt primaire du monde. Donc certainement qu'on a des liens avec des esprits de la forêt, c'est sûr et certain. Et voilà, je vous ai fait le tour des peuples possibles. Eshin, c'est Cathay. Je pensais que c'était encore plus à l'est. C'est Cathay et Nippon, Souls. Parce que Cathay, c'est les Jedi, par exemple, qui ont été ramenés, la culture des Jedi. Mais les assassinats et tout, c'est Nippon et Cathay. C'est les deux à la fois. Et tout ça, pour terminer un petit peu, pour essayer de vous présenter une dernière fois Cathay et un phénomène qui est bien à eux, qui est pour moi littéralement l'Arcane Journal, qui sera l'Arcane Journal. Donc voilà, là par contre, en termes de règles, je pars en vrille, mais en termes de lore, hein, je reste officiel. Cathay, c'est l'harmonie. Le dragon céleste n'est pas seul, il a la dragonne lunaire avec lui, le yin et le yang. Lui, le dragon céleste, il est représenté comme étant le yang. Il est représenté comme étant le pouvoir du ciel, de la lumière et du feu. Et j'aime beaucoup l'artwork qu'ils ont fait. Je trouve que là, vraiment, encore une fois, le trailer est incroyable. Parce qu'on a ce côté yin et yang, lumière et ombre. Le dragon céleste, c'était le pouvoir du ciel, de la lumière et du feu.
Et de l'autre côté, le yin, donc celui de sa femme, du dragon lunaire, c'est le côté du... le pouvoir de l'ombre, des esprits et de la nuit. On a donc quelque chose aussi. Et regardez bien hein, le dessin du grand bastion avec l'ombre du grand bastion en dessous, côté noir, avec le dragon blanc, avec la gemme violette. Et le côté au-dessus du grand bastion avec ses couleurs chamarrées jaunes, etc. On a vraiment ce raccord entre ces deux puissances. Mais ces deux puissances sont un fait dans l'univers de Kathé. Regardez hein, le dragon solaire, le dragon céleste, avec sa couleur jaune. Je pense que c'est de ce côté-là, le dragon céleste, parce qu'il est toujours représenté d'or, hein, l'empereur dragon, avec justement ses pointes, etc. Et si vous regardez un peu plus le dragon lunaire, il a beaucoup plus de pics, il a des yeux un peu plus fous. On dirait presque un dragon du chaos. Mais non, non, ce sont bien l'alliance des deux, parce que les Cathéens, et surtout les dragons, savent que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que véritablement, il y a une idée d'équilibre parfait entre ces puissances dans Kathé. C'est vraiment développé comme ça. C'est que tout le lore tourne autour de le bassin de pouvoir, c'est le couple draconique, et tout ce qui est représenté en Kathé est toujours pareil. Lumière, feu et ciel, et en face, ombre, esprit et nuit. Donc on a un peu le côté gentil et méchant en Kathé. Le dragon lunaire, les elfes chevauchent leurs enfants. Alors le dragon lunaire, c'est sa femme, hein, c'est donc encore pire. C'est donc encore pire. Voilà tout ce que j'aurais pu vous dire. Je pense ne pas avoir trop oublié de choses. Tout ce que j'aurais pu vous dire et ce que j'ai pu trouver officialisé sur Kathé. Pourquoi le côté méchant? Parce qu'ils aiment pas le chaos? Ouais, c'est ça, exactement. Donc si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre, parce que peut-être que j'ai pas tout donné exactement. Bizarre que ce soit la femme la méchante. Hein. Alors c'est pas la méchante, c'est la lunaire. Mais en même temps, oui. Alors je vous ai pas décrit à quoi ressemble la Cathéen, mais les Cathéens, physiquement, ils ressemblent aux humains classiques. Ils sont même pas décrits comme plus petits, ou plus costauds, plus résistants. Non, 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 hein, ils ont vraiment... la même description physique qu'un humain classique qu'on pourrait trouver dans l'Empire. Par contre, il y a des choses qui représentent très très bien le Cathéen. Déjà, il est coiffé à l'absolue perfection, toujours. C'est la volonté qu'ils ont. Ils sont très très souvent rasés parfaitement, sauf quelques petites moustaches ou quelques petites barbes censées représenter un peu leur connaissance, leur savoir ou leur rang social. Les femmes portent de longues robes et ont des châles couvrant leurs cheveux, ou alors attachent leurs cheveux en gros chignons. Et il y a une grande différence aussi, un petit peu, il y a une petite différence, j'en ai pas parlé, mais il y a une très grande différence entre les habitants des cités et les autres habitants des terres de Kathé, qui sont plus en fait des nomades que des territoires sédentaires. Est-ce qu'ils ont ouvert des restaurants partout dans l'Empire? Même pas. Le truc que je comprends pas, c'est Nippon sont des rebelles, ils ont fait session dès qu'ils ne sont pas... S'ils ne sont pas protégés par un dragon, qu'est-ce qui empêche n'importe quel dragon de venir les remettre dans le droit chemin? Parce que ils n'ont jamais cherché à s'imposer par la force, les dragons. Ils n'ont jamais fait une imposition par la force. Ils ont toujours cherché à s'allier et à demander respect et honneur, en gros, quoi. Alors, par exemple, pour vous donner un peu plus de lore aussi sur les unités, même si là aussi c'est déjà marqué dans Warhammer Community, les sentinelles sont des créations élémentaires de magie créés par le dragon céleste et ses enfants, donc les grandes sentinelles de pierre, qui ont été certains des premiers grands soldats et certains de leurs soldats dans leur armée contre les démons lors de l'incursion du chaos. Donc un soldat de base cathéen, c'était pas un dragon, c'était une sentinelle de 30 mètres de haut. J'aime beaucoup cette idée, je trouve ça très sympa. Ça me fait toujours un peu rigoler. Un dragon, ça suffit pas pour conquérir le monde. Bah non, sinon, parce que le monde serait draconique depuis très longtemps. On en reparle de la gueule? Bah quoi? C'est un fait, hein, c'est un fait, c'est les Cathéens qui ont libéré le truc sur la tronche des ogres. Ça fait très guerrier Fantobeldar de 40k. Oui, un petit peu, oui. Ils acceptent les ogres alors qu'ils ont cherché à les détruire. Oui, parce que les ogres ont toujours été un peuple qui sait retourner les gens et les engager.
Peux-tu parler de Shiyama, le dragon de l'esprit? Non, Dernalor, parce que c'est... Est-ce qu'il fait partie d'un des lores officiels ou d'un des lores effacés? On ne le sait pas. J'ai vu quelques passages sur Shiyama, mais j'ai pas trouvé grand-chose d'autre. Tant que j'ai pas eu au moins 4 références qui m'ont donné la même chose, je vous en parle pas ce soir, pour pas éviter de vous donner des conneries. Les Zumbets en KT, on est d'accord que c'est les lions de Kuresh. Alors les Zumbets, il y en a, parce qu'on le sait qu'il y en a sur la carte. Hein. Il y en a sur la carte depuis un bon petit moment déjà. Mais est-ce qu'il y a aussi des Zumbets classiques? Ben, si tu regardes la carte, hein, il y en a là. Au bord de la rivière de Jade. Ils ont redcon le roi singe. Le roi singe, ouais, non, ils en ont pas trop parlé, ouais. Après, tout est libre. Hein. Et pourquoi donc une expédition vers l'ouest? C'est ça. C'est ça qu'on va conclure pour ce qui est du lore de KT. On le sait, ce qui a été donné par rapport au raccord avec Old World, on sait que l'armée de KT qu'on nous a présentée, donc avec ses guerriers de Jade, ses lanciers de Jade, l'artillerie, donc la boîte de départ plus la lanterne, ça va faire partie d'une espèce d'expédition KTienne censée venir aider le vieux monde contre le chaos. Mais la seule chose, c'est que Miao Ying, qui est censée être en figurine, elle est la protectrice du Grand Bastion. Elle est la protectrice du nord de KT. Si elle s'en va, si elle va donc avec l'expédition, c'est couillu. C'est très 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 couillu. Est-ce que ça sera ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment... Vous pouvez jouer KT comme vous voulez? Parce qu'on rappelle bien que les militaires qu'ils ont montrés, c'est-à-dire le militaire à cheval ou le militaire à pied avec la grande bannière, ce sont des défenseurs des portes célestes, donc des portes du Grand Bastion. Dans le lore de Old World, on parle de 5 enfants sur 9. On sait ce que les autres sont ou est-ce que ce sont les mêmes dans Battle? On ne sait pas, on ne sait pas. On sait qu'il y en a 9 à la base, mais on sait qu'il n'y en a que 5 ou 4 qui sont décrits dans le lore de Old World maintenant. Après, encore une fois, ils sont entièrement libres là-dessus. Hein. Ils vont pouvoir se faire plaisir. Donc tout est possible, mes amis. Tout est possible pour KT. Et j'espère que ça vous a plu de faire ce petit tour sur KT et tout son lore. Et tout ce qu'il va pouvoir encore y arriver par rapport au lore de KT. Surtout si papa et maman ne sont pas à la maison, c'est vraiment couillu de partir. Exactement. Exactement. Ça va être trop classe. Grand Cathay is among the... Silence. Elle veut me remettre le trailer. Peut-être qu'ils partent les chercher. Peut-être. Peut-être. Il y a du potentiel. Exactement. Il y a un très gros potentiel. C'est génial parce que c'était très mystique pour moi à l'époque. C'est très très mystique un KT. C'est vraiment le bac à sable. En plus, vous avez les 3 royaumes qui peuvent aider énormément avec toute l'histoire qui s'est passée. L'énorme patrimoine historique et traditionnel que nous avons de l'Asie, entre le territoire japonais, vietnamien, cambodgien, chinois, tous ces territoires-là qui peuvent nous donner des légendes totalement open dans de la dark fantasy. Hein. Je vous mentionne les Oni japonais, les monstres chinois qu'on pourrait trouver qui seraient incroyables. Gengis Khan, bien évidemment, avec les hobgoblins. Je vous laisse imaginer ce qui pourrait se développer maintenant que KT a ouvert la porte. Est-ce que le site de Warhammer est une version chinoise? Je crois pas, hein, je crois même pas. Je crois même pas. Donc vraiment, KT pour moi, c'est la liberté. Et c'est trop beau qu'ils aient fait ça dessus. Donc j'espère que ça vous a plu YouTube, cette vidéo de lore. J'espère aussi que le chat était très content d'avoir eu cette petite vidéo de lore sur KT dans Warhammer The Old World. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez surtout pas, on en a grandement besoin pour acheter une armée de KT. Vous avez le Tipeee et vous avez Forge 3D pour les impressions pour soutenir la chaîne ou Rebel Forge pour avoir des figurines officielles. Rebel Forge qui fera très certainement des précommandes pour KT, pour commander correctement des boîtes. Donc allez vous tourner du côté... des partenaires bien évidemment et du Tipeee si vous voulez soutenir financièrement la chaîne. On a plusieurs mois pour en économiser, exactement le chat. On vous dit bien à bientôt avec le chat. N'oubliez pas de bien sûr rejoindre la chaîne Twitch si vous voulez avoir toujours plus de soirées comme ça. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.